La démocratie est une structure complexe en perpétuel développement. Le régime représentatif est le système politique dont se sont dotées majoritairement les sociétés occidentales. Une critique récurrente de ce modèle est que le simple fait de voter ne permet pas de qualifier un système de démocratique. Les individus ne veulent plus se contenter de se réunir aux urnes pour élire un représentant pour plusieurs années. À la crise de la démocratie se rajoute la crise de confiance dans les institutions politiques, notamment de ses représentants. La communication politique est la solution généralement employée par les représentants pour résorber cette crise. Mais cette communication se retrouve elle-même en crise, car souvent perçue comme négative ou suspicieuse lors de son usage par les élus. Ce système a davantage été mis à mal depuis l'année passée avec l'arrivée de la pandémie en mars 2020. Par exemple, certaines décisions politiques lors de la Covid-19 ont fait ressortir les causes explicatives de la crise démocratique. Tant la population que le gouvernement se sont retrouvés dans un flou quant aux dispositions à prendre pour éviter la propagation du virus. Au départ, les experts, porte-parole des élus, ont insisté sur l'inefficacité des masques et donc il n'était pas nécessaire d'en porter. Entre-temps, des citoyens ont tout de même pris l'initiative de fabriquer des masques réutilisables pour leur sécurité. Par la suite, le gouvernement a annoncé le port du masque obligatoire après en avoir démontré son efficience. Ainsi, le politique s'est basé exclusivement sur les experts et n'a pas soutenu ou félicité l'initiative prise par la population. Il est à noter que la situation reste particulière en temps de crise, mais permet tout de même de repérer le fonctionnement de la prise de décision. De plus, les informations n'ont cessé de proliférer lors de la pandémie, ne laissant plus le temps de réfléchir à la suite des événements qui n'ont cessé de s'enchaîner, tant pour les citoyens que pour le politique. Au final, au travers de ces événements, quelles ont été les conséquences de cette crise sur la population? Qu'ont-ils pensé des décisions politiques qui ont été prises pour gérer la pandémie, de la prise de parole des experts tout au long de cette année? Quelle position entretiennent les citoyens vis-à-vis du politique, de la démocratie? Aujourd'hui, la parole est donnée à des citoyens de tout âge et profession pour en savoir plus sur le ressenti par rapport au déroulement et à la gestion de la pandémie. Voilà, il y a eu pas mal d'informations un peu paradoxales, mais parce que voilà, c'est une grande première, hein, cette histoire de pandémie. Hein. On peut remonter à la grippe espagnole. Bon, on n'est plus dans le même cas de figure, ça n'a rien à voir, et pourtant c'est aussi un peu le même phénomène. On a pris tellement sur nous qu'on a cru que maintenant c'est fini, hein, c'est terminé. Hein, on ne pensait pas à un deuxième confinement. Et comme moi je suis en relation quand même en permanence avec les hôpitaux, j'avais aussi des indications sur voilà, comment ça se passe. Hein, les équipes sont vraiment, les équipes soignantes sont vraiment en difficulté, et puis on voyait un mieux. Et puis certains experts disaient avec l'été, ça va disparaître, cette crise va disparaître d'elle-même. Il y en a qui disaient oh non, ça va durer beaucoup plus longtemps, mais on essaye d'avoir des perspectives qui nous permettent de dire on va arriver à retrouver un rythme de vie, je dirais pas normal, mais un rythme de vie qui est moins inconfortable. Et ce deuxième confinement est venu un petit peu comme un couperet, nous couper l'herbe sous le pied et avec encore plus de travail. Donc je pense que ça a vraiment joué et que mon niveau, je pense que d'autres personnes pourraient le vivre autrement, mais moi je l'ai vécu vraiment en termes de fatigue mentale, vraiment une grosse fatigue mentale. Par exemple, quelque chose que je remarque, c'est que les gens de plus en plus n'ont plus la notion du temps. La notion du temps a changé. Les gens s'accrochent à un horaire, mais plus personne ne le respecte vraiment, en fait. Tout le monde est les choses qu'on aurait fait en 10 minutes prennent 3 jours, et si on demande aux gens, mais tiens, ça fait 3 jours que j'attends, quoi? Et on est étonné parce que il y a une dilatation comme ça du temps qui est terrible, je veux dire. Et ça va être difficile de s'en remettre. Mais en même temps, c'est normal. Je peux donner un petit exemple comme ça d'une information que j'ai eue et j'ai trouvé ça un peu marrant. C'est que des gens ont fait une expérience, ils sont descendus dans une grotte pendant 40 jours.
Ils se sont enfermés dans un endroit, une grotte en France, là où il faisait noir absolu. Sans montre, sans calendrier, sans rien. Et puis ils sont sortis, et puis on leur a demandé, ça fait combien de temps que vous étiez là? Certains ont parlé de 20 jours, ça faisait 40 jours qu'ils y étaient. Ils avaient complètement perdu la notion du rythme du temps, et je pense que le Covid, ça va être un peu ça. C'est comme si on était dans une grotte, il n'y a pas de lumière, il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'horloge, on n'arrête pas de nous parler, mais on est en train de perdre la notion. Par exemple, c'était un des plus gros impacts, c'est ça, c'est le fait de ne plus savoir gérer vraiment son temps. Mais maintenant, si je revois le côté positif, je me dis, est-ce que c'est pas aussi non plus un problème, cette société où tout doit être géré à l'heure et à temps, avec un timing, avec des horaires, avec tout doit être produit en 8 heures, c'est pas non plus la vraie vie. Donc peut-être que c'est une chose qui, si on le prend mal, c'est négatif, mais peut-être qu'on devrait saisir l'opportunité pour revoir aussi la manière dont les gens vivent. Et est-ce que c'est normal que ce soit le travail qui influence toute notre manière de vivre, notre temps? En fait, j'ai remarqué dans le secteur que beaucoup sont désespérés parce qu'ils ne voient plus les jeunes, et donc ils attendent qu'on leur dise à un moment donné, oui, vous allez pouvoir revoir les jeunes. Et donc, et à ce moment-là, on va reprendre le travail comme avant. En fait, le travail, il ne sera plus jamais comme avant. Bon, je pense que c'est fini, on ne travaillera plus jamais comme on a travaillé jusqu'à présent. Donc, l'idée, je pense qu'il faut profiter de l'occasion pour inventer autre chose. Et je pense qu'on va devoir travailler autrement dans les années à venir. C'est une bonne... finalement, il faut tirer du positif de ce qui pourrait être vu comme la pire catastrophe qu'on ait vécue depuis longtemps. Donc voilà, on a inventé d'autres moyens, je pense qu'il y a moyen de continuer. En fait, l'adaptation au travail, je peux la voir de deux manières. Si je la vois soit au niveau général de ce que je connais de la jeunesse et de ceux qui travaillent en jeunesse, je dirais la majorité quand même des travailleurs ont été totalement perdus face à la situation. Parce que, en fait, c'est un des grands problèmes, c'est l'adaptabilité. C'est le fait de dire, voilà, on a un problème, il faut s'adapter, on invente d'autres choses. En fait, inventer, moi je crois que ce que j'ai appris de cette situation, c'est justement ça. C'est la situation nous oblige à inventer autre chose. Mais en fait, on n'est pas du tout formé pour inventer de nouvelles choses. On nous parle toujours de créativité, de projet, mais en fait, une fois qu'il faut le faire, il y en a énormément qui sont totalement démunis face à cette situation. Ils vont être perdus et ils attendent, en fait, j'ai remarqué que beaucoup attendaient toutes les semaines, on va nous dire qu'on va pouvoir enfin revoir les jeunes. Donc on va recommencer comme avant. Donc ça, c'est un peu le motif. C'était quand est-ce qu'on revoit les jeunes? Et en fait, beaucoup se disaient comment est-ce qu'on continue à travailler comme avant? Toujours faire la même chose, de la même manière. Ainsi, au travers de ces différents témoignages, on peut voir que le coronavirus a bousculé les habitudes de la société dans son ensemble, du monde également. Les gens se sont retrouvés face à des situations auxquelles ils n'avaient jamais été préparés. Il a donc fallu trouver des nouvelles manières de fonctionner pour surmonter cette pandémie qui n'avait pas de date de péremption en quelque sorte. Donc personne ne pouvait dire quand le virus allait s'arrêter. L'adaptation était la seule solution, même si cela fut compliqué à certains moments. Depuis plus d'un an, des règles, des positions ont été affichées, choisies par le politique pour gérer au mieux la crise. Au début, certaines décisions se sont retrouvées contradictoires, comme le port du masque, d'autres trop strictes, comme avec la bulle sociale ou la fermeture des frontières et des magasins non essentiels. Ainsi, de nombreuses contestations sont ressorties de ces décisions, car les gens se sont vus imposer des règles du jour au lendemain. Ensuite, au fur et à mesure, après 1-2 confinements, les gens se sont insurgés de ne plus pouvoir vivre aussi librement qu'avant. De nombreuses lockdown parties ont été organisées, ou encore la boum au parc du Centenaire. Dans un premier temps, oui, parce que je pensais que c'était la seule façon de faire. Surtout qu'on avait vu que les Chinois, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait des confinements, etc., quarantaine. Et puis je me suis assez rapidement rendu compte que beaucoup de mesures étaient un non-sens et que c'était plus pour nous rappeler qu'il fallait faire attention au Covid, etc. Comme j'ai déjà dit, le masque en rue, c'est une aberration.
Les restaurants qui sont fermés, moi, franchement, voir tout ça, limite, ça me fait mal au cœur, c'est ridicule. Le fait de dépenser des millions pour des gens, les mettre au chômage, et alors qu'ils pourraient faire quelque chose d'autre à la place, les coiffeurs qu'on ferme, il y a plein de trucs qui sont ridicules. Mais c'est moi je dirais que c'est quasi de l'exaspération, parce que ce qui plombe en fait la stratégie Covid, c'est le manque de cohérence. Mais je crois qu'il y a du politique de manière générale, une vision de vouloir expliquer tout, mais au final il y a des gens qui se contredisent, des règles qui se contredisent, et puis des gens qui imposent leur vision des choses, qui influencent les gens dans leur vie, hein, concrètement. Mais il y a souvent un manque de cohérence dans ces trucs-là, et qui fait que les gens n'ont pas envie de respecter ces règles-là parce que on les considère absurdes. Deux choses, c'est si je regarde d'un point de vue, je dirais ils ont le politique, mais le problème c'est que c'est mondial, gère ça d'une manière totalement irrationnelle. Donc sous le couvert de nous mettre des experts sans arrêt, je trouve que c'est plus l'émotion qui fait agir qu'autre chose. Et moi j'ai découvert une chose par exemple, c'est qu'il n'y a aucun politicien, personne n'était formé à gérer une telle crise. Donc en fait, ce sont des gens comme tout le monde à qui on a donné la responsabilité. C'est-à-dire que moi j'ai voté pour les élus, je ne les ai pas élus pour gérer une telle crise. Donc s'ils n'y arrivent pas dans un premier temps, ça me semble logique. Ici, je prendrais que l'exemple des masques. Venir dire aux gens qui font des masques eux-mêmes, vous êtes des assassins, arrêtez, vous ne pouvez pas, pour 15 jours plus tard, se dire « Ah ben, vous savez, il faut faire des masques et c'est nous qui avons eu l'idée d'ailleurs, et vous devez écouter ce qu'on dit. Et d'ailleurs, faites des masques, et pour pouvoir faire des masques, on donne aux gens des tutoriels que les gens eux-mêmes ont fait sur Internet après les avoir traités d'assassins. Donc, si je ne prends que ça, je me dis, c'est un peu foireux. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Pas mieux, je pense. Et moi, je pars du principe qu'on est dans une situation où il faut faire au mieux. Je pense que les décisions qui sont prises ne sont pas mauvaises. Le problème, c'est qu'on est dans une situation où tout le monde, on passe son temps à remettre en question toutes les règles. Et je pense que si les décisions qui avaient été prises avaient vraiment été respectées au mieux par la population, peut-être qu'on serait déjà plus loin là-dedans. Donc tout remettre sur le dos des politiciens, je ne ferais pas. Donc je dirais, dans un premier temps, si on fait une vraie analyse, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais qui pour moi est expliqué par le fait que personne ne pourrait faire mieux. Maintenant, je pense, à notre avis, après un an, parce que ça fait quand même un an que ça dure, je pense que maintenant, on est en train de s'enfermer dans une drôle d'histoire où c'est plus une relation élus et électeurs, les citoyens et les élus qui est en jeu, mais plutôt, on dirait, une histoire entre des parents et des enfants qui ne s'écoutent plus. C'est-à-dire que les parents veulent à tout prix avoir raison. Hein, je prendrais que pour exemple cette histoire de la boum, hein, dans un parc où des enfants vont dire on va aller s'amuser, on va aller au parc, on ne peut pas mais on y va, je vais quand même aller au parc et on va faire la fête. Et papa, maman, bourgmestre dit non, vous ne pouvez pas aller au parc, je vous interdis. Et plutôt que de se parler, de trouver une solution, une situation où on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, vous voulez sortir, nous on ne veut pas. Coupons la poire en deux, trouvons une solution. Non, il faut chacun reste sur ses positions et on sort. Les parents sortiraient un petit martinet, bien que c'est interdit maintenant. Là, on a sorti des autopompes. Toutefois, les avis divergent et le politique n'est pas le seul et unique responsable dans la gestion de cette crise, car au final, qui pouvait être préparé à faire face à une telle situation? Je crois que ces mesures-là ont été prises pour protéger la population, pour se protéger soi-même, pour protéger les autres. Donc moi, à partir du moment où l'intérêt collectif prime, et je pense que c'est le cas, je ne peux pas parler d'action liberticide, puisqu'on est dans une situation où on doit se protéger. C'est pas se protéger les uns des autres, c'est se protéger d'un virus qui n'est pas visible. Si ce virus était visible, si tu avais la tête bleue une fois que tu l'attrapes, voilà. Hein, ou quand tu es au premier symptôme, tu as une indication visible.
personne parlerait de politique liberticide. Maintenant, par rapport aux informations contradictoires, aux communications qui ont été contradictoires, je pense que le gouvernement a été fortement sollicité à différents niveaux et je trouve qu'ils ont énormément travaillé. Et c'est pas toujours facile de prendre du recul, de se dire, il faut se mettre d'accord, il faut se mettre d'accord avec différents partenaires, donc ça doit déjà être des conditions très éprouvantes. Je crois que la loi va toujours un peu plus à l'extrême que ce qu'elle devrait, mais justement en tenant compte du fait que des gens ne vont pas la respecter à la lettre. Le plus important, je crois qu'on vise tous ça, c'est sortir de la crise. Et le fait de ne pas avoir de perspective, de ne pas avoir de date, ou que la date soit systématiquement reculée et qu'on puisse... Ils ne peuvent pas nous fournir de garanties. Ils seraient bien en difficulté de nous dire à telle date, c'est fini. Ils ne sont pas en mesure de le faire. Ils n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas... Il n'y a personne qui peut faire ça. Donc on ne va pas demander aux politiques des choses qui sont de l'ordre de l'impossible. Mais cette situation est vraiment très difficile à vivre, c'est vrai. Et elle est très difficile à vivre pour tout le monde. Et certainement plus pour certains que pour d'autres. Et c'est ça qu'il faut tenir compte. Mais je ne respecte pas les règles parce qu'on m'oblige à les respecter. Je pense que c'est une question de bon sens. Je veux dire, voilà, si j'ai un virus qui peut m'affecter, je vais porter un masque, je vais essayer de moins côtoyer les gens et je m'en éloigne le plus possible. Ça ne me dérange pas. Je ne vais pas m'obliger à dire « Ah mon Dieu, je ne vois pas mes enfants ou mes petits-enfants. » Mais non, je veux dire, voilà, c'est une situation qui fait que on s'habitue avec. Qui ne me dit pas que ça ne va pas durer 10 ans. Donc pendant 10 ans, alors si on ne s'habitue pas maintenant, donc moi je pense qu'il faut respecter les règles, comme par exemple, je ne veux pas remettre en question l'idée du vaccin, il faut se faire vacciner. Mais à nouveau, je dis, mais peut-être que je me trompe, je ne le fais pas parce qu'on m'oblige, je le fais parce que je pense que c'est nécessaire. Et il en va de même pour la population. Les citoyens ont été fortement critiqués sur le fait de ne pas respecter les règles et de faire n'importe quoi. Mais au final et en général, ce sont les avis dissidents qui se dégagent le plus de la masse, même si ce sont des minorités. Moi, personnellement, je dis j'ai respecté les règles, mais je ne pense pas que les gens n'ont pas respecté les règles. Je pense que la majorité des gens ont respecté les règles. Mais il y a comme une obligation, en fait, de respecter les règles, mais en même temps passer son temps à les critiquer sans arrêt. Donc moi, ce que je pense, c'est que ce soit au niveau des médias, de la TV, des réseaux sociaux et tout, si on avait passé son temps à n'écouter que ça donne l'impression que personne ne respecte rien. Et je pense que c'est pas vrai. Les gens ont respecté, mais il y a comme... Je prendrai qu'un exemple, les restaurateurs qui doivent ouvrir le 8 mai, mais qui disent on ouvrira le 1er. Mais en même temps, on les écoute, ils disent oui, on ouvrira le 1er. Ils le disent, mais ils ne le font pas. Et donc, c'est comme si c'était une posture, en fait. J'ai l'impression, voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert ici, on dirait qu'il y a une posture généralisée de on respecte les règles, mais on râle en même temps en permanence de ces règles ne sont pas bonnes. Mais je pense que la majorité des gens l'ont respecté. Les experts sont devenus les acteurs incontournables de la pandémie. Ils ont été sollicités de tous les côtés et quasiment tous les jours afin de donner des informations sur l'évolution du virus. La réception de cette communication par la population au début a été largement acceptée puisque la situation est nouvelle et inconnue. Mais progressivement, les nouvelles au jour le jour ont surchargé les citoyens. Il y a les experts, on ne se décrète pas expert, il y a les scientifiques, on va dire, et puis il y a ceux qui ont une expérience de terrain, qui peuvent apporter leur expertise. Je pense qu'il y a beaucoup d'experts, avec toutes les formes que ça peut avoir, qui ont été consultés, et ils parlent aussi en fonction de la place qu'ils occupent. Si c'est un expert, alors est-ce que c'est un expert qui est aussi en lien avec de grandes entreprises pharmaceutiques? Voilà, il y a toutes des polémiques là-dessus, mais l'idée c'était quand même de pouvoir essayer de dégager
ce qui pourrait être pris comme décision à partir des éléments qui sont retirés et analysés. Mais on sait bien que les experts se contredisent entre eux. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de pensée unique, c'est très bien. Je crois qu'il y a la réalité des choses qui souvent est adoucie par les politiques, mais je crois qu'à un moment, oui, il fallait écouter les scientifiques. Et je crois que le début de la crise le montre très bien. Mais le souci, c'est que un expert n'a pas une science infuse. J'avais lu une étude qui disait qu'au final, on avait fait une étude sur le taux de vérité dite par les scientifiques, par les experts. Et au final, on disait dans 85% des cas, ils se trompaient. Donc, moi, je trouve ça déjà, c'est assez aberrant. Maintenant, il y a la réalité des chiffres. Maintenant, on peut aussi la manipuler, c'est pas la question, mais il y avait une réponse sanitaire à amener, et je crois que s'il n'y avait pas eu les experts, ça aurait été le bordel au niveau politique. Leur place était nécessaire au début. Le problème, c'est qu'à un moment, c'est des gens qui ont fini par rayonner grâce à cette crise et ils ont envie de garder ce statut solaire, si je puis dire. Et donc, ils vont continuer à raconter ce qu'ils veulent pour rester... il y a une sorte de presque de conflit d'intérêts. Ces gens-là, Yves Van Latem, Mark Van Ranst, inconnus au bataillon. Maintenant, je pense que les 11 millions de Belges les connaissent. Voilà, leur place, je pense que on leur a donné trop d'importance, c'est sûr. De dire à deux types, oui, qu'est-ce que vous pensez, tout ça tous les jours dans les médias. J'en ai fini il y a quelques jours, ou quelques semaines, je pense quelques jours plutôt, à me désabonner de tous les médias belges, etc., qui parlent que de Covid, c'est insupportable. Il y a eu une dérive, je vais dire, qui est un peu malsaine. C'est le mélange entre politique et scientifique, où par exemple on invitait des scientifiques, des experts sur des plateaux télé de manière quotidienne ou hebdomadaire. Sur différents plateaux télé, chacun avait un petit peu son expert. Et donc au final, on se retrouvait dans un espèce de micmac d'intervention, de sortie publique, où au final il y avait des scénarios catastrophes qui étaient envisagés, d'autres qui disaient on va sortir bientôt de la crise, et au final il n'y avait pas... Ce que je trouvais, c'était vraiment qu'il y avait un manque de front commun partagé par ces gens-là, alors que je trouve que dans ce qui fait la force d'une réponse à une crise, c'est justement l'unité de la réaction à cette crise. Et je crois que c'est vraiment ça qui manquait. Et c'est ça qui renforçait d'autant plus, je crois, la désobéissance aux règles. C'est le fait que, au final, on se rend compte qu'il n'y a pas une vision claire, que c'est un peu à tâtons, etc. Moi, il n'y a pas de souci avec le fait de tâtonner, mais il y a aussi, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on se tire une balle dans le pied, quoi, avec ce genre de sortie. Finalement, tout comme le gouvernement, les experts ont répondu du mieux qu'ils pouvaient, comme ils le pouvaient. Notre modèle sociétal ne cesse d'être critiqué, et d'autant plus depuis la pandémie. Mais est-ce qu'un réel changement de notre société va être opéré? Et est-ce que la Covid-19 a été ou va être cet investigateur de changement tant espéré? Les positions sont favorables, voire catégoriques, sur le besoin de changer de système. Mais les constats restent les mêmes pour tous. Les disparités existent depuis longtemps, elles ont été soulignées et renforcées par la crise sanitaire. Le changement doit être fait. Peut-être que la Covid-19 est une rampe de lancement à ce changement. Toutefois, les craintes sont là. Un retour à la soi-disant normale est toujours possible, même si la situation a bel et bien changé. En vrai, moi, ça fait 2 ans que je me dis qu'on doit, et c'est pas seulement à cause de la Covid, c'est à cause de ce problème de fonte des glaces et de réchauffement climatique dont on parle depuis, une dizaine d'années quand même. C'est plutôt lié à ça que moi j'ai décidé d'acheter par exemple des légumes qui proviennent de la région, que j'achète jamais de produits préparés ou des trucs comme ça. Je les fais moi-même, je les congèle et pareil avec le potager. J'essaye de faire un maximum pour dépendre le moins possible des grandes surfaces et des grandes chaînes de production. Et pareil pour les vêtements, oui, j'achète du neuf, mais j'achète du durable. Moi, je pense que c'est avant la crise. C'est pas ici
depuis la Covid, que les mentalités vont changer. Je pense que ça changera peut-être un peu plus vite grâce à ça. Enfin, j'en sais même rien du tout, mais... Oui, c'était un chouette mouvement qui est apparu au début, mais qui s'est très vite essoufflé, en fait. Ça, c'est assez dommage. C'est vraiment même très dommage qu'il y a eu beaucoup d'interactions. Je trouvais il y a eu beaucoup de très bonnes idées à la base, des idées positives de vouloir changer un système qui était certainement trop capitaliste et trop lié à la consommation. Mais au final, on se rend compte que quand on regarde les chiffres, c'est que qui a gagné la grosse part du gâteau, c'est Amazon, c'est Apple, c'est des grosses sociétés comme ça qui livrent, quoi. C'est que les gens, au final, c'est limite, ça a limite, je veux dire, emphaser la transition vers une économie qui est de plus en plus décentralisée et basée sur la digitalisation et sur les réseaux, quoi. Donc c'est limite tout l'inverse de ce qu'on voulait à la base, quoi. Il n'est pas normal que, par exemple, il y ait autant de gens et c'est la crainte que j'ai, qu'il y ait autant de gens qui se fassent tellement d'argent sur le dos de cette pandémie, par exemple. Donc, si on ne se pose pas la question, mais comment se fait-il que chaque fois qu'il y a une crise, les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres, et que demain, on recommence avec des pauvres qui seront encore plus pauvres, des riches plus riches, et là, il y a un problème. Si on ne se pose pas la question de la répartition de richesses, ça ne va pas. Je veux dire, on se rend compte par exemple aujourd'hui que si on arrête de rouler, on pollue moins. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas maintenant? Pourquoi doit-on attendre 2030 pour commencer à se dire tiens, il est peut-être temps d'arrêter de polluer? Donc il faut repenser cette manière de consommer, cette manière de produire de l'énergie et de le gaspiller. Donc c'est le moment de... Ça a révélé quand même, la crise a révélé pas mal de dysfonctionnements. Donc si on redémarre avec les mêmes dysfonctionnements, ça n'aura aucun sens. C'est sûr qu'un retour à la normale, c'est penser que notre société est entre guillemets normale et qu'avant on était bien. Il y a plein de choses qui sont à améliorer, énormément de choses qui sont à améliorer, énormément de choses à faire et il faut imaginer. Il faut être créatif. Alors c'est facile de dire qu'il faut être créatif, mais il faut aussi avoir des parties prenantes qui s'emparent des problèmes et qui veulent aussi changer les choses. Et ce qui est quand même le plus difficile, c'est de changer les mentalités. Ça prend du temps. Il y a travail, l'enseignement, l'éducation montre combien il est difficile d'insuffler de nouvelles manières de penser qui ne sont pas là pour remplacer les autres, mais juste pour ouvrir l'esprit à d'autres manières de penser. Si, par exemple, par rapport aux inégalités, on pense... Ce que j'entends dans les grandes lignes, par exemple, que les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches, c'est quand même vrai. C'est quand même vachement embêtant. Les riches, d'où tirent-ils leur argent? C'est quand même généralement en exploitant ceux qui en ont le moins. Et de retirer des bénéfices plantureux. C'est une caricature, mais bon, dans les grandes lignes, on est quand même un peu là-dedans, quoi. Et quand je vois les gens qui sont vraiment dans des situations sur le fil du rasoir, très précaires, une situation comme la crise sanitaire les met encore plus en difficulté. On a augmenté les aides au CPS pour les gens les plus éloignés de l'emploi, les plus éloignés de tout, et qui s'ils étaient dans une démarche de réinsertion socio-professionnelle, avec cette crise sanitaire, ils ont du tout arrêté. Donc toute leur perspective d'avenir, un peu moins, pour être moins en difficulté, c'est aussi éteinte. Donc là, c'est vraiment compliqué. Je pense, oui, il faut changer fondamentalement la société, mais je n'ai pas une connaissance fine de ce qu'il faudrait faire, sauf que il faut que chacun mette un peu, que les plus nantis arrivent à mettre un peu, à être un peu plus solidaires, ouais. Souvent, ce sont les personnes qui sont les moins nantis qui sont les plus solidaires, c'est embêtant. Au final, qu'en est-il de la démocratie, du politique, à l'heure actuelle?
ça fait quand même quelques années que, en termes de démocratie, on est assez déçu du modèle parce que le modèle ne se réinvente pas. Et que par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est toujours les mêmes qui sont élus. Et donc, il y a quand même, de manière assez générale, même quand j'étais petite, moi je me souviens, j'entendais déjà ça, qu'on n'a pas confiance dans les politiques, voilà. Et ça, ce sont toutes des caricatures. Mais moi, je crois qu'il y a des gens qui font énormément de boulot, qui s'investissent énormément et qui sont convaincus. Et puis, il y a tous ceux qui sont pas trop convaincus, mais qui sont dans la politique, on va dire, entre guillemets, par habitude, et qui profitent du système. Et ces gens-là desservent le travail qui est fait par ceux qui sont vraiment convaincus et qui cherchent des solutions et qui veulent faire bouger les choses. Et donc il y a quand même une crise de la démocratie depuis plusieurs années là maintenant, et ça va pas s'améliorer naturellement avec la crise sanitaire. Quand on voit tout ce qui a été, que ce soit je parle beaucoup des réseaux sociaux parce que c'est un média qui est pratiquement incontournable, tout ce qui a été dit et tous les groupes, les collectifs qui se sont insurgés contre les mesures gouvernementales. La crise de la démocratie n'est pas récente, c'est un fait. La pandémie a permis de voir les défauts de notre système et de potentiellement renverser la balance pour retrouver un équilibre plus égalitaire entre les uns et les autres. Mais ce n'est pas si simple que ça. Je crois que le plus gros impact du Covid par rapport à ça, c'est la perte de confiance dans le système politique actuel. Montrer qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a eu un peu une désacralisation du pouvoir politique. Parce que souvent on le croyait intouchable, omnipotent et omniscient. Et je trouve que la crise du Covid, notamment avec l'emploi des experts, a montré qu'en fait ils ne sont pas plus avancés que nous. Ils se basent sur d'autres personnes qui ont des avis propres et qui ne sont, à mon avis, en mon sens, pas toujours objectifs et qui manquent même souvent de bases scientifiques propres. J'espère, d'un autre côté, j'espère dans cette vision-là que ça va changer les choses, mais je me voile pas la face, quoi. La crise a mis en évidence des tensions qui existaient déjà, a mis en évidence des difficultés qui étaais déjà préexistantes, n'ont fait que se renforcer. Maintenant, il y a aussi plein de choses qui se sont faites. Je ne veux pas voir la bouteille à moitié vide. Je préfère la voir à moitié pleine. Mais je ne pense pas... Ma vision de la démocratie, je n'ai pas une vision négative de la démocratie, moi, mais je dis, il y a toujours moyen de mieux faire. Toujours moyen de... Mais à quel prix Est-ce qu'on est dans une vision de la performance de l'obligation de résultats avec une évaluation quantitative? Moi, je crois qu'on se perd en étant là-dedans. Mais il y a quand même une volonté d'être dans cette logique-là, du modèle privé vers le modèle public. Moi, je trouve pas que c'est une bonne chose du tout. Donc ça met sous pression, ça met en tension, et l'aspect qualitatif, ce qu'on pourrait mettre en évidence de manière qualitative, n'a plus de place. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je devrais poser la question de la démocratie par rapport à toute cette situation. Elle ne fait pas le figure pour l'instant. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas une image, on n'a pas une très belle image de ce que c'est la démocratie aujourd'hui, parce que tout le monde a l'air de dire qu'il n'y a plus rien qui est démocratique. Tout le monde parle aujourd'hui d'une société totalitaire, que les politiciens qu'on a élus prennent des décisions contre les citoyens, alors qu'eux sont persuadés qu'ils font pour les citoyens. Donc je pense que c'est l'occasion de repenser vraiment cette notre manière de fonctionner ensemble. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne pense pas qu'il y ait moins de démocratie. Parce que je pense que c'est... aujourd'hui, quand on dit que les gens sont moins susceptibles d'être intéressés par la démocratie, je pense que c'est faux. Tout le monde a envie... mais on réduit la démocratie à la liberté. Je
Je pense que c'est un des soucis aujourd'hui, je pense, enfin, de mon point de vue, c'est que si on réduit la démocratie à un simple fait d'être libre, je veux dire, on a tout faux. Parce que la liberté en soi toute seule, elle ne sert à rien. S'il n'y a pas cette collaboration, par exemple, cette coopération, moi ce que j'aurais aimé, par exemple, c'est que l'Europe profite de l'occasion pour montrer qu'elle existe vraiment. Et en fait, qu'est-ce que ça nous montre? C'est qu'il n'y a pas deux pays européens qui veulent s'entraider. C'est chacun pour soi. On ferme les frontières à un virus entre les pays. Donc le virus, il passe à travers les frontières. Voilà, par exemple, l'Europe, j'ai l'impression qu'elle va ressortir affaiblie de cette histoire, alors que ça aurait été l'occasion de ressortir plus fort. En guise de conclusion, une série de questionnements vont suivre. Tenant compte de la gravité de la situation, de sa nature inédite, une consultation des citoyens plus forte aurait-elle pu permettre une communication plus adéquate des autorités? Et la mise en place de mesures plus équitables, plus cohérentes, avec des effets plus positifs, aurait-elle pu être mieux acceptée par la population? Les décisions prises par les autorités ne seraient-elles pas le miroir des contradictions véhiculées par les personnes ayant un avis d'experts? Au fil du temps, les mesures se sont renforcées, élargies, renforcées à nouveau. Comment faire face à l'urgence d'une crise qui ne peut qu'affaiblir les plus fragiles? Faire le tri pour prendre décision relève-t-il systématiquement d'enjeux économiques prioritaires? Des décisions prises de fermeture de magasins, entre autres, a démontré que des budgets conséquents ont été déployés pour compenser le manque à gagner. Néanmoins, ces budgets restent insuffisants. Est-il possible de concilier préoccupations individuelles et corporatistes lorsque les processus démocratiques ne font que refléter davantage le caractère hétérogène de l'ensemble de la population? Faire preuve de créativité aurait-il permis de sortir d'une spirale infernale où le mécontentement transparaît à tout niveau? La créativité est-elle l'apanage des citoyens? Ces interrogations montrent toute la complexité de la démarche de ce changement de système. Par où commencer? Quels sont les fondements qui doivent être modifiés en premier pour ouvrir la voie vers une transformation durable et novatrice? Ce qui est certain, c'est que ce sont des travaux de grande envergure qui devront être entrepris un jour ou l'autre. Les citoyens ne sont plus satisfaits du système politique actuel. Trop d'éléments lui font encore un défaut. Toutefois, il semble qu'au lieu de voir la crise du Covid comme une opportunité à saisir pour changer notre modèle de société, basé sur l'individualisme et la surconsommation, le politique se préoccupe obstinément des conséquences économiques possibles. Il y a une perte de foi en l'avenir de la part des citoyens, accompagnée d'une incapacité du politique à y remédier. Le problème est que ce nouvel élément perturbateur, le virus, est un événement inattendu, incertain, qui provoque une paralysie de la société, ce qui empêcherait d'envisager le futur autrement qu'à travers le passé.